Allons-y donc. Bonsoir à tous, je suis Mathieu Massard, je suis membre de l'association Adrastia, membre du conseil d'administration et nous continuons ce soir notre série de webinaires avec des invités que nous essayons de programmer le plus souvent possible les mercredis soirs à 20h30. Vous n'aurez pas mon image, hein, comme je venais de le dire. Et ce soir, notre invité est François Parcy. Alors, je vais commencer par présenter François. Alors, tout d'abord, François est un ami même de 30 ans, si on compte bien, avec lequel j'ai repris contact il y a quelques années. Nous habitons dans la même ville, à Grenoble, et partageons certaines activités de loisirs. Et donc, c'est comme ça que François m'a parlé de ses activités de recherche qui sont fort intéressants. Donc François est biologiste ou généticien, cela dépend des périodes et de ses travaux de recherche. En tout cas, il est directeur de recherche CNRS au laboratoire de physiologie cellulaire et végétale de Grenoble. Son fait de gloire, si je puis dire, en termes de recherche, c'est qu'avec son équipe, ils se sont attaqués à un abominable mystère qu'avait identifié Darwin, qui n'arrivait pas à comprendre, c'est comment les plantes à fleurs sont arrivées sur Terre et ont eu un tel succès évolutif par rapport aux plantes qui les ont précédées, et il semblait manquer des étapes. Et François, avec son équipe, a permis de commencer à lever le début du voile de ce grand mystère de Darwin. Mais ce n'est pas de cela dont nous allons parler aujourd'hui. Alors, avant de présenter le sujet de la discussion, quelques mots supplémentaires. Donc, François, non seulement c'est un chercheur, mais aussi c'est un vulgarisateur. Donc, il n'est pas rare de l'entendre sur les ondes, sur France Inter, les émissions scientifiques, ou France Culture. France Info hier, avant-hier. Ah, pardon, je n'ai pas suivi, merci, bravo. Il s'est mis également à écrire des livres de vulgarisation, et celui que j'ai eu le plaisir de lire assez récemment s'appelle L'histoire secrète des fleurs. Et je crois que j'avais l'exergue en tête. La fleur, c'est la séduction qui s'invite dans la reproduction végétale. Comme c'est bien trouvé. Voilà ce je voulais vous dire en introduction sur François. Et François, aujourd'hui, va nous parler de processus de la domestication des plantes par l'homme. Voilà. Et donc, non, dernier mot, François a prévu à peu près 50 minutes de présentation. Il va suivre pour cela des diapos que vous devez voir déjà à l'image. Et on s'autorisera une demi-heure de questions-réponses. Questions que je vous invite à poser sur le fil du chat de Facebook. Et j'en sélectionnerai quelques-unes. Voilà, c'est à toi, François. Bon, merci beaucoup Mathieu et bonsoir à tout le monde. Je suis très content de parler devant vous. Comme Mathieu l'a dit, je vais parler de biologie des plantes, mais une biologie qui est directement intégrée dans notre société puisqu'elle concerne les fruits et légumes. Un de mes sujets préférés, et c'est là-dessus que je travaille en réalité, c'est l'évolution. Et vous allez voir que la domestication des plantes, c'est de l'évolution. Et les mécanismes de cette domestication, c'est un peu les mêmes que celles de l'évolution naturelle. Donc, il y a plein de choses en commun. Et je suis également assez convaincu que bien connaître ce qui s'est passé dans le passé, ça va nous aider à préparer le futur. Et donc là, je vais vraiment aller, je vais couvrir 10 000 ans un peu d'histoire et voir ce qui se fait un peu aujourd'hui et se projeter dans le futur. Et je pense en particulier, et on va dérouler ça tout au long, c'est que en fait, bien savoir ce qui s'est passé, ça nous donne les moyens de réfléchir à ce qu'on pourrait faire dans le futur, à la fois pour une agriculture plus respectueuse, mais aussi pour faire face aux grands changements auxquels vous êtes sensibles, qui nous attendent dans les années qui viennent et qui vont toucher bien sûr les hommes, les plantes, les animaux et les plantes en tant qu'alimentation des hommes. Voilà, ça c'est la trame globale. Donc, si vous voulez bien, on va commencer de façon assez légère par un petit quiz
Et vous pouvez répondre sur le chat, même si ça sera un peu décalé, ce sera marrant de voir les réponses données. Je vais vous présenter des versions ancestrales de certains fruits et légumes, c'est-à-dire tels qu'ils existaient dans la nature avant que l'homme y mette sa patte. Et vous pouvez jouer à deviner quelle est la version moderne du fruit ou du légume. Alors, on commence de façon assez douce, hein, par quelque chose qui ressemble aux fruits actuels que vous avez ici. Et donc, comme il y a un petit décalage, je ne peux pas vraiment regarder vos réponses en direct, mais vous avez sûrement deviné qu'il s'agit de la banane qui existe sous différentes formes. La grande différence entre la banane d'aujourd'hui et la banane d'hier, vous pouvez le voir, c'est sa taille et c'est surtout le fait qu'elle avait des graines énormes et très peu de chair. Alors, on continue le petit quiz. À vous de deviner quel est ce fruit. N'hésitez pas à tapoter, même si c'est en décalage, comme ça on pourra voir s'il y avait beaucoup de succès dans les réponses. Donc ça, souvent, quand je fais ce genre de présentation, j'entends cerise, mais si vous regardez bien les feuilles, bien les fruits, vous pouvez vous rendre compte que ce sont des pommes. Et la très grande différence, c'est la taille du fruit qui a beaucoup augmenté. Alors celui-là, j'ai mis la moitié du nom en latin parce que si je l'avais mis entier, ça vous aiderait trop. Vous l'avez peut-être reconnu, il diffère par la couleur de l'actuel, mais c'est Docus carota, la carotte qu'on connaît aujourd'hui sous sa forme orange et qui existait avant sous des formes beiges, des formes violettes. Et on pense que la carotte orange découle d'une carotte violette. Et ce qui se dit, c'est que ce serait la famille orange de Nassau, la famille hollandaise, pour porter haut les couleurs de son nom, qui a favorisé la sélection et la dissémination de cette carotte orange, qui n'était pas du tout la carotte ancestrale. On continue le petit quiz. Alors là, c'est un petit peu plus difficile. Ça ressemble à quelque chose de très connu, et pourtant, ce n'est pas ce quelque chose de très connu. C'est de la même famille, c'est la famille des Solanacées, mais ce n'est pas une tomate, c'est une aubergine. Je vois que la réponse carotte a été très bien trouvée. Je vais voir si celle-là, elle marche aussi. Donc, en fait, l'aubergine, vous pouvez voir, c'était un fruit beaucoup plus petit. On reconnaît un peu ce qui s'appelle les sépales, en fait, là, les petites feuilles qui entourent le fruit. On reconnaît un peu qu'il y a des petites épines dessus, et c'est ce qu'on retrouvera après sur la version moderne de l'aubergine. Alors là, ça devient carrément difficile à un point tel que je vous ai mis le nom latin, Prunus persica. Vous pouvez essayer de deviner quel est ce fruit. C'est pas si facile. C'est un prunus, mais c'est la pêche. Et là, vous pouvez voir encore une fois une apparence assez différente, un fruit plus petit, un fruit brillant avec une grosse peau. Et on va commencer sur ce type de diapo à discuter un peu de la nature des caractères qui ont été changés au cours de la domestication. Donc là, vous avez à gauche la pêche naturelle qui fait 2,5 cm. Vous avez la pêche domestiquée qui a fait 10. 4000 ans avant Jésus-Christ, eh bien, cette pêche, on l'a trouvée essentiellement en Asie, en Chine, avec une peau épaisse, cirée, un goût qui pouvait être sucré, mais parfois aussi terreux, salé, acide, et puis très peu de variétés. Aujourd'hui, on a 200 variétés, elles poussent, je ne vais pas dire dans le monde entier, mais dans beaucoup d'endroits. Et on a un fruit qui est beaucoup plus gros, qui est sucré, qui n'est plus terreux, et avec beaucoup de chair par rapport au volume du noyau. Donc là, vous pouvez commencer à voir qu'il y a des caractères sous la pression de sélection de l'homme qui ont été améliorés. Et on va retrouver tout au long de la présentation ce type de caractères. Alors, on continue avec un très joli exemple. Celui-là, si vous voulez le reconnaître, il faut aller regarder les petits pépins. Si vous regardez ces petits noyaux, vous pouvez deviner ce que c'est. Ce n'est pas très facile, ma photo est un peu floue. Je vous montre une étape intermédiaire qu'on retrouve sur des tableaux. Donc ça, c'est quelque chose qui date de quelques centaines d'années et non pas quelques milliers comme la première. Et là, vous avez sûrement deviné, il s'agit de la pastèque. Et la grande différence, encore une fois, c'est la taille du fruit. Mais vous pouvez remarquer aussi que la chair rouge, qui est celle qu'on consomme, elle était absente au tout début. Elle est apparue petit à petit et ensuite, elle est devenue largement majoritaire. Ça, c'est juste pour le plaisir. Je ne résiste pas au travers de cette présentation de vous montrer des choses que je trouve jolies. Le plaisir de voir la diversité des formes de pastèques qui existent aujourd'hui, des formes et des couleurs, avec en bas à gauche les variétés les plus ancestrales, et puis on voit là un peu toutes les formes et les couleurs que ça peut prendre à l'intérieur comme à l'extérieur. Là aussi, on peut faire un petit bilan de ce qui s'est passé sur la pastèque, donc une augmentation de la taille du fruit gigantesque, des graines majoritaires qui ont été
pas mal éliminées. Très peu de variétés connues et qui viennent seulement de Namibie et du Botswana, donc d'un territoire initial très petit qui s'est étendu extrêmement largement. Et là aussi, à l'origine, ça avait un goût de noix, ça provoquait des inflammations, c'était dur à ouvrir, c'était amer, donc c'était pas très séduisant. Aujourd'hui, on a perdu tout ça, on a quelque chose qui est beaucoup plus savoureux. Ça marche très bien. Je sais que par exemple, l'année dernière, il y avait des surproductions en Irak de pastèques qui vendaient 1 $ la tonne. Il y a même des chanteurs populaires qui avaient fait des chansons pour inciter les gens à les manger, tellement il y avait de la croissance de pastèques. Donc vous voyez qu'elle a quitté son territoire et elle a été adaptée à d'autres endroits où elle a un grand, grand succès. Alors celui-là, vous avez droit à des tas de réponses. Il y a 7 bonnes réponses. Donc allez-y, c'est Brassica oleracea. Il y a 7 bonnes réponses. Vous pouvez proposer tout ce que vous voulez. Alors, je vois que quelqu'un connaissait la cucurbitacine. Bravo, on va en reparler. Donc ça, c'est le chou. Alors bien sûr, c'est le chou vert que vous connaissez, hein, qui existe en Europe depuis bien longtemps. Mais en fait, on ne devrait pas dire le chou, mais les choux, puisque c'est la même espèce. On peut encore croiser tout ça, qui va donner les choux de différentes couleurs. Le chou romanesco, qui est si joli avec ses petites pyramides fractales. Et on va aussi avoir dans exactement la même espèce le brocoli, le chou rave, le cal, le chou de Bruxelles. Donc tout ça, c'est de la famille d'une petite moutarde, d'un petit colza. Et en fait, la domestication a modifié de façon extrêmement profonde la forme de ce qu'on appelle l'inflorescence, donc c'est la tige qui porte les fleurs. Et ça a donné lieu à toutes ces variétés-là qu'on consomme, soit pour leurs feuilles, soit pour leur inflorescence modifiée, les choux-fleurs en particulier. Alors ça, vous allez peut-être reconnaître, là encore, grâce aux graines qui sont au centre. Souvent, on me dit le kiwi, et donc le kiwi n'est pas la bonne réponse. La bonne réponse, c'est le concombre. Lui aussi, hein, j'ai vu qu'un un des auditeurs ou une auditrice connaissait la substance extrêmement amère qui est normalement produite par le concombre. D'ailleurs, si vous en faites pousser, que vous les arrosez mal, parfois on retrouve cette amertume, c'est la cucurbitacine. On utilise encore des variétés de concombre aujourd'hui parce que c'est utilisé comme médicament, la cucurbitacine, mais la plupart, voilà, elles ont perdu leur pointe, elles sont beaucoup plus longues, elles donnent des fruits beaucoup plus longs, et elles ont perdu des graines. On a beaucoup plus de chair. Les cornichons, hein, pas mal, non, ce n'était pas les cornichons, mais c'est la même famille, hein. Vous avez presque juste Isabelle. Alors, ça c'est la fin du quiz, hein. On a fini de rigoler, fini de jouer. Maintenant, je vais passer en revue, dans la même idée, des tas d'autres traits qui ont été domestiqués par l'homme, avant de vraiment parler un peu plus des mécanismes. Donc, ce que vous avez ici, à la fois à gauche sur le riz et à droite sur le blé, je pense, c'est une caractéristique extrêmement importante qu'on appelle l'indéhiscence. Je ne sais pas si le mot il existe vraiment en français. C'est le fait que dans les céréales ancestrales, au moindre coup de vent, quand les graines étaient mûres, elles s'envolaient. Ça servait à la propagation de l'espèce. Eh bien, aujourd'hui, que ça soit chez le maïs, le blé, le riz ou l'orge, ou l'avoine, les graines restent attachées à l'épi et ça facilite la récolte. Donc, c'est quelque chose qui a été sélectionné très tôt par l'homme parce que ça simplifie énormément la récolte. Donc, les graines restent attachées. Là, vous avez le coton. À gauche, c'est sa version ancestrale avec des fibres courtes et colorées. Et puis à droite, c'est la version moderne avec des fibres beaucoup plus longues et blanches. Et puis là, la tomate. Alors la tomate, c'est un des champions de la domestication. Évidemment, il y a la taille du fruit qui a énormément augmenté, jusqu'à un facteur 1000 entre les tomates ancestrales et les plus grosses tomates d'aujourd'hui. Mais vous avez aussi l'architecture de la plante qui a été profondément modifiée. Il y a encore pas très longtemps, il fallait pincer les tomates pour synchroniser la maturation, avoir à peu près des fruits qu'on récolte en même temps. Eh bien, récemment, il y a un mutant qui s'appelle en anglais self-prune ou self-pruning, qui se taille lui-même, qui termine sa croissance, qui fait qu'on peut récolter ces tomates de façon mécanisée, sans avoir besoin de trier les vertes, les toutes petites et puis les pourries sur le même plan. Donc la tomate a été, elle aussi, énormément domestiquée. Alors on a presque passé l'heure de l'apéro, mais on va parler un peu d'orge. Il y a une différence fondamentale entre l'orge ancestrale et l'orge moderne, c'est qu'en fait, une simple mutation a triplé le nombre de grains. Ça, c'est l'orge ancienne. Normalement, il y a 2 structures qui ne se développent pas. Eh bien, avec une mutation qui est apparue un grand nombre de fois dans l'évolution, qui a été sélectionnée de façon indépendante plus d'une vingtaine de fois par les hommes, on a
comme ça, triplement du nombre de la récolte, triplement du nombre de grains. Aujourd'hui, pour la céréale, on cultive essentiellement l'orge qui s'appelle à 6 rangs. Donc, il y a 2 rangs de 3. Mais pour faire la bière, on continue de cultiver l'orge à 2 rangs parce qu'elle a des propriétés pour la maltaison. Je ne sais pas exactement pourquoi, je ne suis pas très calé, hein. Je suis calé dans la consommation, mais pas trop dans la fabrication. On continue d'utiliser l'orge ancienne, l'orge à 2 rangs, pour la fabrication de la bière. Ça, c'est des choses plus récentes que vous connaissez peut-être. Les céréales modernes au XXe siècle, on a eu des rendements qui ont explosé. Si ces rendements ont explosé, c'est parce qu'il y a eu des tas d'améliorations, comme par exemple l'irrigation, les engrais, la mécanisation, etc. Mais c'est aussi parce qu'on a sélectionné des variétés de céréales plus courtes, plus petites que les autres. En effet, quand on met des engrais, on irrigue, etc., on a des gros grains, on a des gros épis, et puis en fait, ces plantes, elles supportent très mal, donc on a un phénomène qui s'appelle la verse. Elles se couchent et on ne peut plus les récolter, elles pourrissent au sol. Et en fait, le fait de sélectionner des variétés beaucoup plus courtes, c'est qu'on appelle des variétés naines, en réalité, elles sont 3/4 de la taille normale, hein, eh bien, ça a permis des augmentations énormes de récoltes, et ça a même valu le prix Nobel de la paix à ce monsieur qui s'appelle Norman Borlaug en 70. Alors, il n'y a pas de prix Nobel de l'agriculture, hein. Lui, il a eu le prix Nobel de la paix parce qu'il a beaucoup contribué à disséminer ces variétés de blé en Amérique centrale et en Asie. Et ça a contribué aux fortes augmentations de rendement, hein, x3, x5 en quelques décennies. C'est absolument colossal. Le dernier exemple que je voulais vous donner, qui est un exemple publié récemment et que je trouve particulièrement joli, c'est celui de la toxicité. Alors, vous imaginez bien que réduire la toxicité des végétaux, ça a été une étape extrêmement importante de la domestication. On ne le sait pas toujours, mais la pomme de terre, par exemple, était extrêmement toxique au départ. Les animaux qui en consommaient, ils léchaient de la chaux pour la détoxifier. Même les hommes, ils faisaient des sortes de préparations à base de pommes de terre et de chaux avant d'éliminer la substance toxique. Les amandes étaient extrêmement toxiques. Il y a un poison mortel dans l'amande. Et ça aussi, ça a été sélectionné pour être retiré. Les amandiers amers, si vous en mangiez une poignée, vous mourriez. Ça libère du cyanure, donc voilà, c'est assez fatal. Et puis le sorgho, donc le sorgho, il n'a jamais été mortel, mais il était très amer. Et en fait, il est amer parce qu'il renferme une substance qui s'appelle le tanin. Les tanins, c'est des tas de molécules apparentées qui donnent ce goût amer et la couleur aussi. C'est utilisé en tannerie, hein, c'est assez connu pour ça, mais on le prenait des écorces de chêne à l'époque. Et en fait, l'homme a sélectionné des sorghos qui sont beaucoup moins amers. Il y a une étude récente où les chercheurs, en fait, ils ont compris pourquoi il y a des sorgho amers, des sorgho moins amers. Ils avaient des rangées comme ça avec des champs expérimentaux. Ils se sont rendus compte que les oiseaux, ils picoraient seulement les champs de sorgho doux et pas les champs de sorgho amers. Et donc, ils sont retournés voir un peu sur une carte d'Afrique où est-ce qu'on cultive le sorgho. C'est ce qu'on appelle la ceinture du sorgho, là, avec cette grande zone de culture d'est en ouest et puis qui descend vers le sud. Et si vous regardez les variétés de sorgho avec tanin, qui sont les marrons, et les variétés douces, les bleus, vous vous rendez compte qu'il y a ces deux régions-là où en fait on continue de cultiver le sorgho qui est assez amer, alors qu'ici on cultive un sorgho qui est beaucoup plus doux. Et en fait, ils ont superposé à cette carte de culture du sorgho la carte de l'oiseau que j'ai montré précédemment, qui peut paraître mignon, mais qui est une véritable peste parce qu'il vole en nuées de milliers d'oiseaux. Il s'appelle le Quelea quelea. Ils se sont rendus compte qu'en fait, dans les régions où on continue de cultiver ce sorgho amer, ce sont les régions avec une prédominance très forte de l'oiseau Quelea quelea. Et donc, ça suggère que c'est en fait parce que l'oiseau est trop présent qu'on n'a pas pu sélectionner un sorgho moins amer de façon à ce que l'homme le consomme. Et alors, le clou du spectacle dans cette publication de 2019, c'est qu'en fait, ils ont aussi regardé une mutation, non pas chez le sorgho, mais chez les hommes, qui confère une sensibilité réduite à l'amertume. C'est-à-dire que si les hommes ont cette mutation, ils ressentent beaucoup moins l'amertume du sorgho. Ils se sont rendus compte que dans ces deux régions-là, la mutation qui confère une moindre sensibilité, elle est beaucoup plus répandue que dans la première région. Et donc ça, c'est une sorte de ménage à trois. C'est pour vous dire que la domestication, ça peut aller très loin. En fait, il semblerait que dans certaines régions, l'homme n'ait pas réussi à sélectionner les variétés qu'il préfère à cause de la présence de l'oiseau, et que ça a mis une pression de sélection sur ce gène de l'amertume chez l'homme lui-même. Et donc, on a des différences génétiques entre les Africains de l'Est et les Africains de l'Ouest. Ce n'est pas du 100%, hein, c'est une tendance, mais qui tient la statistique.
Donc ça, c'est une petite diapo de résumé hein, pour vous dire un peu ce qu'on a vu jusque-là. Les traits qui ont été sélectionnés par l'homme, donc c'est des fruits plus gros, des fruits avec moins de graines, des fruits ou des graines qui restent accrochés, des variations de couleurs, des variations d'architecture. Euh, Ce dont je n'ai pas parlé, c'est par exemple la dormance, le fait que les graines, elles ne mettent pas 10 ans à germer, mais elles germent tout de suite. Ça, c'est pas important dans la nature, enfin, c'est plutôt même le contraire. C'est important que les graines ne germent pas toutes en même temps dans la nature, mais par contre, c'est important dans l'agriculture qu'elles germent de façon synchrone. Donc, l'homme a sélectionné les graines avec ce qu'on appelle la dormance réduite. Voilà, donc ça, c'est ma première partie. C'est la diapo de conclusion. Qu'est-ce que c'est la domestication? C'est la sélection parmi une diversité qui existe. C'est-à-dire que quand vous avez à l'origine un champ de pommes de terre, elles ne sont pas toutes identiques génétiquement. Il y a 4000 ans, elles n'étaient pas toutes identiques. Les champs de maïs, il y a 7000 ans, il y avait une énorme diversité. Et puis, comme il y a de la diversité chez les humains ou chez les canards, eh bien, il y a des variants, c'est-à-dire en fait, on n'est pas tous identiques, il y a des mutations, on peut appeler ça mutation, variation. Certaines de ces mutations, il se trouve qu'elles ont été reconnues comme avantageuses, soit pour le cultivateur, soit pour le consommateur. Et donc l'homme a préféré faire pousser ces variants-là. Et petit à petit, en choisissant des variants, il a imposé une pression de sélection qui est différente de la pression naturelle et qui est une pression dans le champ. Et c'est cette sélection dans le champ qui a conduit à une divergence très profonde, comme j'ai montré sur les exemples, entre l'espèce ancestrale et les espèces modernes. Et ça, c'est de l'évolution, hein, c'est simplement on change la pression de sélection, mais la théorie darwiniste, elle s'applique parfaitement. D'ailleurs, Darwin a été très inspiré par certaines domestications, par exemple du pigeon ou de certaines plantes. Voilà, donc là, je vous ai présenté la première partie. À cause du décalage, je ne m'arrête pas. Si vous avez, voilà, si c'est pas clair et tout ça, vous pouvez quand même mettre des warnings sur le chat et je ralentirai ou je réexpliquerai, hein, n'hésitez pas. J'arrive à regarder à peu près en même temps. Alors, maintenant, je vais vous parler un petit peu d'histoire. C'est-à-dire, on va réfléchir à ce qui a pu se passer. Ça, c'est des choses, certaines, on les connaît parce qu'on a étudié des populations de chasseurs-cueilleurs, et certaines, on les intuite, on essaie de les deviner en fonction de restes archéologiques, etc. Donc là, il y a des choses, je vais vous affirmer, on n'en est pas certain, c'est ce qu'on pense, puis d'autres, elles sont beaucoup plus certaines. Ce dont on se doute fortement, c'est que le chasseur-cueilleur ne s'est pas dit du jour au lendemain, tiens, j'en ai marre là, de promener dans les forêts, j'aimerais bien avoir un champ, ça serait quand même plus pratique. En fait, on pense que la sélection au début, elle s'est faite de façon involontaire. L'idée, c'est que les chasseurs-cueilleurs, ils changeaient de territoire souvent, mais on peut imaginer qu'il y avait des territoires plus favorables que d'autres pour établir des camps saisonniers, des camps estivaux par exemple, et qu'ils s'étaient arrêtés une année à un endroit, peut-être 10 ans après, ils revenaient au même endroit. S'ils avaient établi un camp saisonnier et qui parcouraient la nature pour ramener des fruits, des graines, s'ils avaient récolté les fruits les plus gros, les graines les moins toxiques, les premiers fruits à être mûrs ou les premières plantes à avoir germé, s'ils les ramènent autour de leur campement saisonnier, quand ils vont revenir 10 ans ou 20 ans après, ce qui aura poussé parce qu'ils auront rejeté certaines graines qu'ils n'auront pas mangées ou qu'ils auront perdues ou ils auront jeté les noyaux, tout ce qui va pousser autour de ces campements saisonniers, eh bien, ça va être des choses qu'ils ont ramenées là et donc qui présentent un avantage par rapport à ce qu'on trouve dans la nature. S'ils ont cueilli les fruits les plus gros, on peut imaginer que ce qui va pousser, ce sera des fruits plutôt un peu plus gros. S'ils ont cueilli des amandes douces et pas des amandes toxiques, celles qu'ils auront perdues, elles donneront des amandiers doux, entièrement doux. Et donc petit à petit, en récoltant et en ramenant, il va comme ça imposer sa pression de sélection. Il y a des tas d'autres raisons. On pense que l'homme aussi, par exemple, il brûlait les forêts parce que c'était plus facile de chasser. Une fois qu'il les a brûlées, s'il a ramené des graines de céréales, eh bien, on aura à la place des forêts, entre guillemets, hein, des pseudo-champs de céréales. Les céréales, ça supporte très bien d'être piétiné par l'homme ou par les animaux, à la différence des tomates. C'est pas très grave de piétiner des herbacées, des céréales. Et donc, on pense que ça aussi, ça a été une pression de sélection imposée par l'homme qui a favorisé l'implantation des céréales. Et c'est sans doute une des raisons pour lesquelles aujourd'hui c'est une très grande partie de notre alimentation. Si le sujet vous intéresse et que vous avez envie d'en entendre ou d'en lire un peu plus, il y a un magnifique livre de Jared Diamond qui s'appelle Guns, Germs and Steel,
qui a beaucoup inspiré le livre de Sapiens. Sapiens, la préface, elle est de Jared Diamond. Il reconnaît lui-même que c'est son grand inspirateur. Il a eu plus de succès que lui, mais honnêtement, le livre de Jared Diamond est assez formidable. Et puis, comme je dis souvent quand j'interviens dans les collèges-lycées, mes enfants m'ont indiqué qu'on pouvait avoir un digest de Sapiens en 10 minutes 06. Donc, si vous ne voulez pas vous lire les quelques centaines de pages, vous pouvez regarder sur cette chaîne très intéressante. Human Origin, c'est voilà, un petit résumé de Sapiens. Ce qui est expliqué dans ces bouquins-là, c'est que, évidemment, hein, la nourriture, l'apport supplémentaire de nourriture, ça a été extrêmement déterminant pour les sociétés. Plus de nourriture, ça veut dire qu'on a plus de temps pour faire autre chose, pour développer la science, l'écriture, la technologie, l'art, la religion, éventuellement hiérarchiser la société. Il y a des gens qui ont proposé que dès le moment où on a des stocks de graines, eh bien, il faut éviter qu'ils soient mangés par les souris. Et donc, on domestique le chat. Il faut éviter qu'il soit volé par le village voisin. Et donc, on crée des militaires. Enfin, c'est un peu caricatural. Mais en tout cas, on sait que les foyers de peuplement ont coïncidé avec les foyers de domestication. Et on sait aussi que ça a permis cette diversification de la société. Pour caricaturer un peu, avant ça, tout le monde était chasseur-cueilleur. Et puis là, on a eu une spécialisation qui aujourd'hui est évidente à l'extrême, puisqu'on est bien incapable, enfin, la plupart d'entre nous, de vivre en étant seulement chasseur-cueilleur dans la nature. Je sais que certains d'entre vous essaient d'apprendre, mais ce n'est pas si facile. La domestication, elle n'a pas eu lieu partout, et ça, il le raconte très bien, Jared Diamond, dans son bouquin. Il y a eu des territoires où elle s'est faite de façon beaucoup plus simple, beaucoup plus favorisée. C'est lié à des tas de choses différentes, mais on n'était pas tous égaux devant la domestication, en particulier la région qui s'appelle le Croissant fertile, le Moyen-Orient. C'est une région où il y a eu des domestications de céréales extrêmement importantes. L'Amérique latine et aussi l'Amérique du Sud, il y a eu des domestications très importantes. L'Afrique subsaharienne également. Donc la domestication n'a pas eu lieu partout. Si vous regardez aujourd'hui ce qu'on mange et que vous le comparez à ce qui était domestiqué à l'époque, hein, avant Christophe Colomb en particulier, vous pouvez vous rendre compte que la diversité de ce qu'on mangeait en Europe, elle n'était pas terrible. Hein. On avait carottes, poireaux, choux, moutarde, noisettes, betteraves à sucre, mais si on avait dû cuisiner comme on le fait aujourd'hui, on aurait eu un peu de mal avec ces quelques légumes. Ce qui nous plaît beaucoup aujourd'hui, eh bien, pour la plupart, hein, ces ingrédients de notre magnifique cuisine méditerranéenne, toutes les recettes italiennes, à base de tomates, d'aubergines, de poivrons, de courgettes, etc. La pomme de terre, bien sûr. Tout ça, ça nous vient d'Amérique. Ça nous vient, voilà, Amérique du Sud, Amérique centrale, même Amérique du Nord. Il y a eu un apport énorme. Et en fait, notre vie aujourd'hui s'est trouvée complètement modifiée par le fait que la domestication s'est propagée d'un territoire sur l'autre. Quand je disais on n'était pas tous égaux au début face à la domestication, effectivement, ce que montre très bien, d'ailleurs ça c'est une figure d'un article dans Nature de Jared Diamond, en fait on n'était pas tous égaux parce que les ressources à la fois animales et végétales, ce n'étaient pas les mêmes dans les différents territoires. Et on sait qu'il y a des végétaux qui se prêtent à la domestication, on le constate, et d'autres qui ne s'y prêtent pas. De la même façon, là c'est surtout illustré sur des animaux. On sait par exemple qu'en Afrique, les gens ont essayé de façon répétée de domestiquer le zèbre, de domestiquer l'antilope, qui représentent des sources de nourriture importantes et qui n'y sont pas arrivés. Soit parce que le zèbre est méchant, soit parce qu'il ne se reproduit pas en captivité. Et c'est le cas aussi, hein, donc le zèbre et le cheval, ce n'est pas très différent, et pourtant ça a marché pour l'un et pas pour l'autre. Ça a marché pour l'auroch, qui est devenu la vache, et pas pour le buffle africain. Ça a marché pour le renne, et pas pour l'élan, etc. Ça a marché pour l'amande, et pas pour le chêne. On ne consomme pas les glands, hein, ils ne sont pas bons, on les donne aux cochons, mais on ne les mange pas alors que c'est une source abondante de nourriture. En particulier, ça fait partie des cultures pérennes, hein, qui restent sur le pied. On n'est pas obligé de la bourrer après avoir récolté les glands, et donc ça serait une super ressource. Et pourtant, la domestication, elle a échoué. On n'a jamais réussi à avoir des glands qui soient très bons. Un autre facteur, et ça je dois rendre à César, hein, ça c'est vraiment Harari qui le développe dans son bouquin. Un autre facteur, c'est qu'en fait, selon les territoires, les animaux ont été habitués à vivre avec les hommes depuis des dizaines de milliers d'années, alors qu'à d'autres endroits, ils n'ont pas été habitués. Donc en Afrique et en Europe, il y a des hommes depuis longtemps, et les animaux, alors soit ils ont disparu,
soit ils se sont méfiés, ils ont appris à se méfier. Mais il y a des territoires comme l'Océanie ou l'Amérique, où l'homme est arrivé tardivement, et que l'homme est un petit mammifère très peu effrayant. En fait, il a chassé certains animaux jusqu'à les faire disparaître complètement. Et donc, sur ces territoires-là, il n'y a pas eu de domestication de gros mammifères, tout simplement parce que les gros animaux qui existaient, bon, ça, c'est pas un mammifère, c'est un marsupial, mais les gros animaux qui existaient ont tout simplement disparu. Et donc, ça, c'était un avantage un petit peu, hein, pour les continents qui étaient les berceaux de l'humanité, l'Afrique, puis ensuite l'Europe, puisque les animaux se sont habitués, se sont méfiés, et finalement, on a pu en domestiquer certains parce qu'on ne les avait pas fait disparaître brutalement, comme ce pauvre diprotodon, hein, qui représente 400 ou 500 kilos de viande, mais qui était sans doute trop gentil pour résister aux hommes venus du Nord et étant en train de conquérir l'Amérique bien avant Christophe Colomb. Donc ça, c'était ma partie un peu historique sur qu'est-ce qui a pu se passer, comment on en est arrivé là. Maintenant, on va rentrer en se basant sur un exemple concret, celui des céréales et du maïs en particulier. On va rentrer petit à petit dans les déterminants génétiques. Donc j'espère que je ne vous assomme pas. Si c'est le cas, vous pouvez mettre des petits warnings sur le chat en disant que je dois ralentir. J'ai prévu pas mal de diapos pour vous et de vous faire passer pas mal d'informations. C'est pour ça que j'ai un rythme un peu soutenu, mais je ne voudrais pas vous perdre en cours de route, donc n'hésitez pas à vous manifester. Alors, on va parler un peu des céréales. Les céréales, vous le savez, hein, c'est extrêmement important. Blé, maïs et riz en particulier. Le sorgho, c'est la 5e. Il n'y a que la pomme de terre qui arrive à s'intercaler dans les grandes céréales comme la source de nourriture extrêmement abondante. Aujourd'hui, s'il y a plusieurs milliards d'hommes sur Terre, c'est parce qu'il a réussi à domestiquer la vache et les céréales et que voilà, il s'en sert. On pourrait voir de la même façon, hein, s'il y a des millions et des millions de vaches sur Terre, c'est parce qu'elle a réussi à trouver quelqu'un pour s'occuper d'elles gentiment, c'est l'homme. Et de la même façon, les céréales sont beaucoup plus nombreuses qu'elles n'auraient dû l'être s'il n'y avait pas eu la domestication. Donc, elles, de leur côté, elles se disent, tiens, j'ai bien fait de convaincre l'homme de s'occuper de moi. Ça, c'est la plaisanterie classique hein, qu'on trouve un peu partout chez Jared Diamond, chez Harari. Qui a vraiment domestiqué qui? On peut se poser la question. En tout cas, c'est un vrai ménage à trois, là encore, où les animaux, les céréales et l'homme sont beaucoup plus nombreuses, on pourrait dire même exagérément nombreux sur Terre aujourd'hui. Et ça, c'est grâce aux étapes de domestication. Bon, au bout du compte, on sait qui mange qui quand même, donc on a un peu la réponse à notre question. Alors, l'exemple que j'aimerais vous donner, que j'ai réservé à cette partie-là, alors que j'aurais pu vous le mettre en devinette quiz au début, et qui est un exemple magnifique, c'est celui de la théocinthe et du maïs. À gauche, vous avez un épi de l'ancêtre du maïs, qui s'appelle la théocinthe, et puis à droite, vous avez l'épi de maïs moderne. Et là, vous pouvez tout de suite voir des différences absolument phénoménales. À droite, beaucoup de grains, des grains nus et des grains collés ensemble. Et puis à gauche, vous avez un épi tout petit avec moins de 10 graines. Ces graines, en fait, elles sont enfermées dans une coque solide que vous voyez ici autour de mon pointeur. On voit quand c'est coupé en deux à quoi ça ressemble. C'est comme des petits cailloux. Et il faut les casser. Alors, il n'y avait pas d'acier hein, chez les Incas. Il faut les casser avec des pierres ou il faut se débrouiller pour manger ce qu'il y a dedans. C'est tellement différent. Alors, si on regarde la plante entière, elle ressemble à ça. À gauche, vous avez le plant de théocinthe, qui est très touffu, avec plein de tiges dans tous les sens. Et chaque tige, elle porte plusieurs petites inflorescences, c'est-à-dire plusieurs petits épis. Et puis à droite, vous avez le plant de maïs que vous connaissez, avec en gros deux épis, parfois 3 épis, toutes droites, bien adaptées au champ. Et puis en haut, vous avez les fleurs mâles, l'inflorescence mâle. Ces plantes, elles sont tellement différentes. Là, je ne vais pas vous raconter tout ça parce que j'en ai pour trop de temps, mais il y a eu une bagarre énorme entre 2 chercheurs américains, un prof à Harvard et un chercheur tout jeune à l'époque, qui n'était même pas pendant sa thèse, qui lui avait compris en fait qui était l'ancêtre du maïs. Mais le professeur à Harvard ne l'a jamais cru. C'est une bagarre qui s'est étalée sur plusieurs décennies. Et finalement, le petit étudiant qui s'appelle George Biddle et qui avait deviné, il a fait une carrière phénoménale, il a fini par avoir le prix Nobel sur d'autres sujets, et quand il est arrivé à la retraite, il s'est dit, il n'a pas dit comme ça, mais je le caricature, il faut que je cloue le bec à Mangelsdorff qui a vraiment rien compris, et il s'est remis après la retraite à étudier la théocinthe et le maïs, et il a démontré proprement
que l'ancêtre de ce maïs, phénoménal pour les civilisations précolombiennes, ça venait bien de cette théocinthe. Alors, quand on voit comme ça, on voit que les feuilles, elles ressemblent, mais en fait, les gens ne pouvaient pas croire qu'un épi de maïs puisse dériver d'un épi de théocinthe. Ça semblait complètement incroyable. Et Mangelsdorff, dans ses délires, avait même proposé que la théocinthe dérive du maïs et que l'ancêtre du maïs ait tout simplement disparu. Alors, là encore, si on montre la petite diapo classique, le maïs, ça vient du Mexique. Donc, la théocinthe, à l'origine, elle vient du Mexique. On a localisé précisément d'où elle vient, de territoires tropicaux. Ensuite, ça a été cultivé sur les hauts plateaux, mais à l'origine, on sait vraiment, la génétique nous a montré d'où ça venait. Donc, ça vient d'un territoire extrêmement réduit. Alors, le maïs, pour le coup, on peut dire, ça se cultive dans le monde entier. Il y a très peu de territoires qui y échappent. Il y a de nombreuses variétés très homogènes, alors qu'à l'époque, il y avait beaucoup moins de variétés, mais beaucoup plus hétérogènes en termes génétiques. Et vous voyez bien des graines très dures à ouvrir, là, des graines toutes nues, toutes collées ensemble. Donc, elles ne tombent pas au sol, alors que les petits grains de théocinthe, dès qu'ils sont mûrs, ils tombent au sol. Donc là, vraiment, une domestication spectaculaire à un point que, voilà, il y a eu 40 ans de débat sur qui est l'ancêtre de qui. Ça, je vous le montre pour le plaisir, pour vous dire qu'on n'est pas arrivé de la théocinthe au maïs du jour au lendemain. Il y a eu plein d'étapes intermédiaires. Certaines d'entre elles, on les trouve encore dans des maïs ancestraux, entre guillemets, hein, puisqu'il y a déjà des grains nus, il y a déjà des épis beaucoup plus gros avec des graines attachées. Ça, je vous le montre aussi pour le plaisir. C'est un petit peu flou, c'est une résolution pas terrible, mais c'est des grains de maïs, c'est naturel tout ça. Hein, c'est le jeu des transposons, qui sont des séquences qui sautent d'un endroit à l'autre, qui font changer la couleur. Ça, c'est des maïs qui ont l'air de bijoux, c'est absolument phénoménal. J'ai rien à en dire, c'était purement pour le plaisir. Ce que j'ai à vous dire, c'est que le maïs a été extrêmement important, comme la pomme de terre, dans les civilisations précolombiennes, les Mayas, les Aztèques, etc. On le sait tout ça, on le sait parce qu'on retrouve des petites statuettes où le maïs est vénéré comme un dieu. On sait qu'aujourd'hui encore, dans les rites funéraires au Mexique, on offre du maïs, que vous voyez ici. On a des œuvres d'art où on voit l'importance du maïs. Donc c'est quelque chose qui a été extrêmement important pour l'essor des civilisations précolombiennes. C'était, avec la pomme de terre, une source de nourriture très abondante. On sait aussi un peu le chemin qui a été pris aujourd'hui, puisqu'il y a des restes archéologiques. Ça, c'est quelque chose qui a été rendu à la Bolivie, qui était trouvé aux États-Unis. Et en fait, les gens, comme ils enterraient avec du maïs, on a trouvé comme ça des restes. Et donc, on sait que l'épi de maïs n'a pas toujours été comme ça. Il a beaucoup changé. D'ailleurs, le maïs jaune, c'est très récent. Hein. Le maïs, à l'origine, il était pourpre. Et donc, on sait qu'en fait, il y a eu des étapes intermédiaires entre la théocinthe ancestrale et le maïs moderne. Et une des étapes de la démonstration de George Biddle, hein, le jeune étudiant qui a repris les études à la retraite, eh bien, ça a été de montrer qu'on pouvait croiser le maïs avec la théocinthe. On peut encore les croiser, donc c'est bien la même espèce. Ça marche très bien. Et si on les laisse s'auto-faire, enfin, on va en deuxième génération, il a planté un champ avec 50 000 plants de maïs différents. Et dans ce champ, il avait des plants identiques à quasiment à la théocinthe, d'autres identiques au maïs moderne. Et puis le reste, c'était un grand mélange entre des tas de formes de maïs, dont certains ressemblaient fortement à ce qu'on trouvait dans les restes archéologiques ou à ce qu'on trouvait sur la tête des statues. Donc en fait, il a reconstruit avec ce croisement et cette deuxième génération, il a en quelque sorte, en 2 générations, reconstruit toute l'histoire avec les formes intermédiaires. Et aujourd'hui, grâce à la génétique, on connaît les différentes étapes qui se sont produites et on sait beaucoup mieux comment l'homme, petit à petit, a pu passer de la théocinthe au maïs moderne. Et donc là, je vais vous montrer 2 diapos vraiment de génétique et ça va me faire le point d'entrée vers des considérations un peu plus générales sur voilà, qu'est-ce qui s'est passé réellement dans les chromosomes des plantes au cours de la domestication. Donc là, par exemple, alors lui, c'est un exemple historique très important. C'est un chercheur américain qui s'appelle John Doubleday qui a réalisé ce travail au début des années 2000. C'est le premier gène dit de domestication. C'est le gène qui explique la différence d'architecture entre la plante de théocinthe et la plante de maïs moderne. Là, on a des tas de branches et là, on a juste 2 inflorescences qui donnent les épis. Eh bien, on sait que la différence, c'est parce que chez la théocinthe, il y a un gène qui s'appelle TEB1, son nom importe peu. C'est un gène qui en fait empêche les branches de pousser. Et chez la théocinthe, il agit de façon très molle, il est très faible, et il fait presque rien, et donc les branches poussent.
Les séquences sauteuses là, que j'ai brièvement évoquées précédemment, elles ont sauté, elles sont tombées à côté de ce gène TB1. Ça a boosté l'activité du gène TB1, donc il se met à marcher très fortement et il inhibe la croissance des branches. Donc ça, c'est ce qui s'est passé dans la plante. L'homme, quand il a vu ces plantes-là beaucoup plus droites, qu'on pouvait semer plus serré, avec moins d'épis, etc., il a sélectionné cette plante. Il a sélectionné la version du gène TB1 qui a une activité extrêmement forte. Donc ça, c'est voilà, un des gènes de domestication. Le deuxième dont je vais vous parler, il s'appelle TGA1, là encore le nom importe peu. C'est celui qui est responsable de la graine nue. Vous avez vu qu'une des grandes différences, c'était que la théocynthe, elle a des petits grains comme ça, où il faut casser une coque très dure en faible nombre, alors que le maïs, il a des grains nus. Et en fait, on a identifié un gène chez le maïs qui est en partie responsable de cette nudité du grain, c'est-à-dire de l'absence de l'enveloppe. Et là, les gens, ils ont fait une expérience intéressante, qu'ils ont en fait créé une souche de théocynthe où ils ont fait entrer un seul gène de maïs, qui est le gène TGA du maïs moderne. Donc, ils ont pris une variété ancienne, ils ont fait rentrer le gène de maïs moderne, et en fait, on n'a pas eu tout de suite des grains tout nus. Ce que vous pouvez voir là, c'est pas très facile à voir, mais on voit la graine au milieu et on voit que l'enveloppe, elle est à moitié ouverte. Et donc, ça veut dire qu'en fait, ce gène-là, ce n'est pas lui qui tout seul va décider une enveloppe présente ou pas du tout d'enveloppe, mais il va contribuer à la formation de cette enveloppe. Et si ce gène-là, on est sur la version maïs, eh bien, l'enveloppe ne se forme pas correctement. Ça, je trouve que c'est intéressant parce que imaginez que vous êtes un cultivateur Inca. Imaginez que vous passez du temps à essayer d'ouvrir ces graines de théocynthe. Alors, on pense que peut-être ça marchait un peu comme les pop-corn, hein, mais quand même, c'était compliqué à ouvrir. Si un jour dans un champ, vous voyez apparaître un variant, un plant qui a des graines déjà à moitié ouvertes, eh bien même si vous ne connaissez rien à la génétique, vous allez peut-être pas toutes les manger, vous allez peut-être en ressemer certaines et vous rendre compte qu'à chaque fois qu'on sème une graine entrouverte, eh bien on a un plant qui donne que des graines entrouvertes. Et donc là, on est vraiment sur le début de la domestication, c'est-à-dire c'est plus ou moins conscient l'idée de se dire ah ben tiens, si c'est plus facile de récolter, de cultiver ou de manger ce variant-là, alors je vais le propager. C'est pas innocent de faire ça. Hein. Voilà, ça veut dire que du jour au lendemain, au lieu de partir d'un champ extrêmement divers, vous repartez d'une plante ou deux et vous recréez des champs entiers, vous disséminez ça du Mexique à l'Amérique du Nord à l'Amérique du Sud à partir d'une diversité génétique beaucoup plus faible. Et ce qu'on appelle un goulet d'étranglement dans l'évolution. Alors, peut-être que pendant, je vais dire n'importe quoi, là j'invente, mais peut-être pendant 300 ans, les Incas ont cultivé ou les Aztèques, ce maïs-là avec des grains entrouverts, hein, une enveloppe entrouverte, et peut-être que 300 ans après, il y a une nouvelle mutation qui a retiré complètement l'enveloppe, et là encore, ça a été un grand succès, ça s'est disséminé, etc., jusqu'à ce que petit à petit, on arrive au maïs moderne à coup de mutations successives. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau génétique? Alors là, on rentre un peu dans le vif du sujet. Hein. Ce que je vous ai montré là de façon extrêmement caricaturale, c'est un chromosome de maïs. Et puis, mes stries, là, ça signifie que quand c'est jaune avec un petit peu de rouge, qu'il y a une grande diversité. C'est-à-dire que dans votre champ, tous les maïs ne sont pas identiques. Vous avez des tas de maïs différents avec des tas de choses différentes, comme les hommes seraient différents. Quoi. Quand vous avez le maïs qui apparaît avec son grain nu et que vous prenez comme ça quelques graines, que vous recréez des champs à partir de ces graines-là, eh bien, vous réduisez la diversité génétique. Il va y avoir du brassage, elle va réaugmenter, etc. Mais déjà, localement, vous avez toujours la version grain nu. Et donc, localement, vous avez une pression très forte sur ce bras de chromosome. Et puis, globalement, comme vous êtes parti de très peu de graines, vous avez aussi une diversité réduite. Si vous faites ça plusieurs fois, là, c'est caricaturé encore une fois, je sélectionne le grain nu, je sélectionne les gros grains, je sélectionne l'absence de branche, TB1, le deuxième gène de grain nu. Au bout d'un moment, vous avez une variété élite, mais qui a une diversité génétique extrêmement réduite. Extrêmement réduite. On peut penser que ce n'est pas grave, sauf que si par hasard, à côté du gène du grain nu, il y avait la sensibilité à une maladie, eh bien, à chaque fois que vous emportez le caractère grain nu, vous emportez la sensibilité à telle maladie. Le jour où la maladie arrive, votre population, elle est lessivée, elle est décimée. Alors que si vous aviez un champ avec une très grande diversité génétique, avec des gros épis, des petits épis, des grains plus ou moins nus, vous n'auriez pas eu le même problème. Ça, je ne l'invente pas, c'est exactement ce qui s'est passé, par exemple, lors de la grande famine au 19e siècle en Irlande, où les pommes de terre qui avaient été apportées en Europe
elles étaient à très fort rendement. Petit à petit, elles se sont mises à remplacer les céréales. Vous savez que ça a été une transition extrêmement importante des céréales vers la pomme de terre. Sauf qu'il y a un champignon, Phytophthora infestans, qui est arrivé. Et les pommes de terre européennes, collectivement, il n'y en a aucune qui était résistante à ce mildiou. Alors que, bien évidemment, en Amérique, il y en avait qui étaient résistantes. Si on avait une diversité génétique, certaines seraient mortes et d'autres auraient survécu. Comme on avait des champs extrêmement homogènes, ça a tué plus d'un quart, ou alors ça a tué ou poussé à migrer plus d'un quart de la population irlandaise. Donc c'est quelque chose d'absolument colossal. On pourrait donner l'exemple du phylloxéra de la vigne, je ne vais pas m'étendre. Donc ça, le message là, c'est qu'en fait, en sélectionnant des caractères avantageux, on réduit la diversité génétique et on peut fixer involontairement aussi des caractères désavantageux qui ne vont pas forcément se révéler immédiatement, qui peuvent se révéler 100 ans plus tard. Donc ça nous amène, si vous voulez réfléchir avec moi, à un concept qui est celui de l'amélioration des plantes. Alors, quand je fais la conférence en anglais, ça ne marche pas, parce qu'on dit breeding, et breeding c'est neutre. Mais en français, on y met une connotation et on dit amélioration des plantes. Et donc, ça nous amène à réfléchir, est-ce que ce maïs-là, est-ce qu'il est vraiment amélioré par rapport à la théocynthe? Là encore, à cause du petit décalage, je ne vais pas attendre vos réponses, mais vous pouvez tenter de réfléchir à pourquoi ce maïs est meilleur et pourquoi il n'est peut-être pas si bon que ça. Ce que vous pouvez tenter d'imaginer, c'est si on relâche ce maïs dans la nature, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il est adapté au territoire naturel? Est-ce qu'il est adapté à l'environnement? Vous avez déjà en partie la réponse, parce qu'en fait, on cultive du maïs en Europe, qu'on a apporté d'Amérique, hein. Vous avez rarement des épis de maïs qui poussent dans les fossés, vous avez rarement des champs qui sont envahis par des épis de maïs. Et ça, c'est vrai pour le maïs, mais c'est vrai pour bien des légumes qu'on cultive. En fait, les légumes cultivés, ils sont très adaptés au champ dans lequel on les chouchoute. Ils ne sont pas si adaptés que ça à la nature. Imaginez un maïs comme ça, qui pousse dans la nature. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? L'épi il va tomber tout d'un coup, zéro dissémination. Il va y avoir une pression très forte localement, parce qu'ils vont tous germer en même temps au même endroit, donc il y a très peu de chances que tous les grains germent. Ils vont germer de façon synchrone et simultanée. S'il y a un coup de gel ou s'il y a un problème, ils vont tous mourir d'un coup. Alors que la théocynthe, dans sa coque solide, elle va être disséminée, les animaux la mangent, ils n'arrivent pas à la digérer, mais dans leurs excréments, ils conduisent à partiellement digérer la coque, ils conduisent à une dissémination. Une graine de théocynthe, peut-être qu'elle va germer un an après, peut-être qu'elle va germer 10 ans après. Et donc, s'il y a un gel une année, tout ne disparaît pas en même temps. Donc, vous voyez que ce maïs-là, c'est un champion dans nos champs. On le trouve fort et exceptionnel. Mais si on le relâchait dans la nature, ça ne serait vraiment pas un champion du tout. Et la comparaison que j'aime bien faire, c'est celle de la domestication des chiens, puisque vous savez que tous les chiens ont été domestiqués à partir du loup. Là, vous avez différentes races de chiens. Le berger allemand, peut-être si on le relâche dans la nature, il ne se débrouillera pas trop mal. Le caniche ou le chihuahua, ils auraient sans doute plus de mal à survivre plusieurs générations. Et je pense que si on veut faire la comparaison, en fait, le maïs moderne, ce n'est pas le loup, mais c'est le chihuahua. Et la théocynthe, elle, correspond beaucoup plus au loup. Donc, quand on a amélioré les plantes, il faut bien voir qu'on les a améliorées de la même façon qu'on a amélioré le loup pour en faire un chien d'appartement. On a amélioré la théocynthe pour en faire une plante de champ, avec l'eau, avec le désherbage, avec les engrais, avec les pesticides et avec tout le soin de l'homme. Ça, il faut vraiment réaliser qu'on s'est éloigné de la nature. Alors maintenant, on va rentrer dans... Je ne sais pas combien de temps j'ai parlé du tout. Je regarde juste pour voir si j'ai... Ok, non. Maintenant, dans la dernière partie, je vais vous parler de choses beaucoup plus récentes, ce qui se fait aujourd'hui. Et donc là, je vais aborder des territoires qui sont beaucoup plus polémiques. La domestication des plantes, en général, ça intéresse les gens, ou alors ça les laisse indifférents, mais ça ne suscite pas des débats forcément houleux. Là, je rentre sur un terrain beaucoup plus houleux. Pour préciser, hein, comme l'a dit Mathieu au départ, moi, je suis biologiste, je ne détiens aucun brevet, je n'ai jamais été financé par des grosses sociétés. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment les mécanismes, l'évolution, etc. Mais la domestication me fascine et j'ai acquis l'intime conviction qu'on peut faire des choses aujourd'hui qui nous aideront dans le futur.
et que ces choses-là, elles se basent sur cette connaissance du passé. Donc, en gros, ce que vous avez vu, c'est que dans le passé, on a sélectionné des variants. Et donc, les plantes qu'on cultive aujourd'hui sont génétiquement très différentes de leurs ancêtres naturels. On les a petit à petit sélectionnés. Le maïs qu'on a aujourd'hui, il n'avait absolument aucune chance d'apparaître dans la nature spontanément, même en laissant le temps. Parce qu'il fallait sélectionner toutes ces mutations les unes après les autres et qu'il est tellement peu adapté au milieu naturel qu'il ne serait jamais apparu. Donc le maïs moderne, comme tous les fruits et légumes modernes, ce sont des plantes qui ont été génétiquement modifiées par l'homme. Alors génétiquement modifiées sans technologie moléculaire, simplement par la sélection de l'homme qui est tout le contraire de la sélection naturelle. Qu'est-ce que l'homme a fait après ça? Donc là, on entre dans le XXe siècle et ce qu'il a commencé à faire après. Comment il a continué à améliorer les plantes pour faire voilà, tous les fruits et légumes qu'on mange aujourd'hui? Alors déjà, il a provoqué des croisements entre des espèces qui normalement ne sont pas assez proches pour se croiser naturellement. Il a forcé certains croisements par pollinisation, etc. Ça a créé une diversité. Il a aussi beaucoup exploité la vigueur hybride. La vigueur hybride, vous devez connaître, c'est le fait que si on a deux parents très différents, alors les enfants sont très vigoureux. Ça marche chez toutes les espèces, hein, les hommes compris. Donc là, vous avez un exemple de parents qui donnent un épi comme ça, hein, qui est pas mal déjà par rapport à la théocène, mais qui n'est pas spectaculaire. Un parent numéro 2 qui donne un épi comme ça. Quand vous les croisez, dans la première génération, et c'est ce qu'on appelle des hybrides F1, dans la première génération, vous avez un champ homogène où tous les épis sont comme ça. Donc, pour fabriquer ces semences, hein, il faut avoir comme ça des champs avec des hauteurs différentes parce qu'on castre les plants femelles, parce qu'il faut que certains plants servent de plants mâles et d'autres de plants femelles. Ceux qui habitent dans la région bordelaise, comme Laurent Fraisse, s'il nous écoute, ils ont sûrement vu ces champs avec des hauteurs différentes. C'est les champs pour produire la semence, ce n'est pas les champs pour produire le grain de maïs qu'on mange ou qu'on donne aux animaux. Eh bien, voilà, ça c'est la vigueur hybride. Si vous ressemez cet épi-là, celui qui est très vigoureux, alors le champ, c'est pas du George Biddle, mais c'est quasiment pareil. C'est un champ qui va être abominable, ça va ségréger dans tous les sens. Vous aurez une récolte pas bonne du tout. Donc, si vous achetez une hybride F1, vous la semez, vous la récoltez, et c'est tout. L'année d'après, vous revenez vers le semencier. Ce n'est pas vrai pour toutes les espèces, c'est vrai pour une très grande part de la culture qui se fait aujourd'hui. Le blé, par exemple, on peut conserver une partie de sa récolte et semer du blé, ça marche. Vous conservez le fort rendement. Mais pour la plupart, les gens ils rachètent les semences. Ce qu'on a fait également, et ça c'est un point extrêmement important, c'est le fait que, au lieu d'attendre que le soleil, etc., introduise de la diversité, des variants et des mutations, l'homme, au bout d'un moment, à partir des années 30, il s'est dit, tiens, ce que je vais faire là, c'est provoquer moi-même des mutations. Je vais accélérer ce qui se fait. Et donc ça, il y a des tas de façons de faire ça. On peut le faire avec des agents qu'on appelle mutagènes, soit des rayons, soit des agents chimiques. On peut mutagénéiser et introduire des mutations. Donc vous avez là, c'est la schématisation. Vous avez un chromosome rouge d'une variété élite. Vous le saturez de mutations. Vous ne le saturez pas, j'exagère, mais vous mettez 10 000, 100 000 mutations. Vous avez des traits qui vous intéressent. Par exemple, le très joli pamplemousse rose là, que vous aimez bien, eh bien, c'est issu de ça. Mais en fait, la moitié des fruits et légumes que vous mangez, ils sont issus de la mutagénèse. Sauf que on ne le sait pas parce que c'est rien de spécial. C'est juste, au lieu de chercher dans la nature cette mutation-là, on en met un peu plus et on fait le tri. Alors, on fait le tri, c'est-à-dire après, on refait des croisements, on élimine, on garde quelques milliers de mutations qui n'ont pas d'effet apparent. Et puis, voilà. Ça fait des décennies qu'on le mange. Il y a des tas de variétés produites, elles ne sont pas étiquetées. C'est également de la modification génétique sans biologie moléculaire. Et ça a été extrêmement important pour des tas de types de cultures qui ne seraient pas apparus spontanément. Si vous voulez une banane sans graines ou je sais n'importe quoi, une pastèque sans graines, c'est des choses qui ne vont jamais apparaître spontanément. En tout cas, si elles apparaissent, elles ne se propagent pas, donc vous ne les repérerez jamais. Si vous les créez, vous pouvez ensuite les sélectionner. Alors, la suite, c'est quoi? La suite, c'est les plantes transgéniques. Ça, c'est beaucoup plus récent, c'est à peu près une trentaine d'années. Qu'est-ce que c'est? Alors là, je donne un tout petit peu d'informations sur qu'est-ce que c'est une plante transgénique, quelles sont celles qui existent. Je n'entre pas du tout dans le débat de est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, parce que ça, ce débat-là, il faudrait le tenir plante après plante. C'est-à-dire que la transgénèse, c'est juste une technique. C'est une technique qui est à l'origine très utilisée par une bactérie
qui s'appelle l'agrobactérie. C'est une bactérie qui a la capacité naturelle à aller transférer une partie de ses chromosomes, enfin une partie de son génome à certaines plantes, par exemple chez le chêne. Les agrobactéries, elles infectent le chêne, et puis elles lui font produire ce qui les intéresse. Elles lui font produire des substances qui sont leur nourriture à elles. Donc voilà, elles détournent le métabolisme du chêne. L'homme, il a compris comment ça marchait. Il s'est dit, tiens, au lieu de laisser la bactérie faire ce qu'elle veut, je vais choisir ce qu'elle fait. Et donc, je vais faire rentrer dans le génome des plantes des morceaux d'ADN qui ne sont pas des morceaux qui seraient rentrés normalement. Et je peux comme ça prendre des morceaux d'ADN qui viennent d'une bactérie, d'une méduse, de ce que vous voulez, et je peux les faire rentrer dans la plante. Donc là, ce sont encore une fois des plantes génétiquement modifiées, mais bien entendu, là, il y a de la biologie moléculaire. On prend des enzymes, etc. C'est des choses qui sont plus sophistiquées que ce qui se faisait jusqu'à présent. Ça a servi à quoi? Ben, majoritairement, ça a servi à faire des plantes résistantes aux herbicides. Je suis sûr que ça, vous connaissez tous. À gauche, vous avez un champ de soja qui n'a pas été désherbé. Et il faudrait, si vous voulez, le désherber à la main ou à la machine, je ne sais pas comment on fait ça. Si c'est un soja qui résiste à un herbicide, au hasard le glyphosate ou le glufosinate, vous passez un coup d'herbicide, et puis pof, il ne reste plus que ça. Donc, ça vous a évité d'un désherbage manuel ou un désherbage à la machine, etc. Ça, c'est fait partie des grandes catégories de plantes transgéniques cultivées aujourd'hui. La deuxième très grande catégorie, c'est celle des plantes qui résistent aux insectes. Alors, vous savez qu'il y a les insectes, c'est des prédateurs de nos chères plantes. Si nous, on aime les plantes, ils les aiment aussi. Si les plantes sont amères à l'origine, c'est parce que ça les protège des insectes et des oiseaux, etc. Nous, on ne les aime pas amères et donc on les a rendues moins toxiques, mais aussi les prédateurs, ils les aiment bien. Donc ça, c'est la pyrale du maïs, c'est très connu aussi, ça fait ce genre de dégâts. Et en fait, pendant des années, ça a été traité avec un insecticide dit biologique qui est produit par une bactérie qui s'appelle le Bacillus thuringiensis, c'est BT. Si vous avez déjà entendu parler de maïs BT, de coton BT ou d'aubergine BT, c'est ça, Bacillus thuringiensis. Et en fait, cet insecticide biologique, qui était utilisé jusque-là voilà, comme quelque chose de produit par la nature, donc bon, eh bien, il a été introduit à l'intérieur des plants de maïs, ce qui fait qu'au lieu d'avoir à l'épandre en hélicoptère comme ça se faisait en arrosant allègrement tout ce qui était autour, c'est produit spécifiquement par la plante et seulement les insectes qui commencent à manger la plante meurent. Ça ne touche pas aux insectes qui sont autour. C'est une protéine qui est produite qui affecte seulement le système digestif des chenilles, mais quand vous mangez du maïs BT, vous mangez du BT aussi, hein, voilà, comme celui que vous auriez mangé quand on fait un spray. Donc vous en mangez. Pour le coton, c'est très décrié sur le coton, mais vous ne mangez pas le coton, c'est des fibres de cellulose pure. Et donc le BT, il n'y en a pas dans vos t-shirts, hein, il n'y en a pas. Ça, c'est d'autres variétés de plantes transgéniques. Par exemple, le manioc, il est sensible à des virus, extrêmement sensible à des virus. Là, vous avez à gauche un manioc qui a été infecté par un virus, les racines sont inexploitables. Là, vous avez un manioc transgénique qui résiste naturellement grâce à ce qui a été introduit. Donc, c'est du naturel, c'est-à-dire c'est sans pesticides, mais il a à l'intérieur de lui-même un petit bout d'ADN. Quand le virus infecte, clac, il se colle au virus et il l'empêche de se multiplier. Ça, c'est un exemple, je vais passer dessus, c'est pas la peine. Là, ce que je voudrais vous présenter, c'est ce qu'on appelle des plantes non pas transgéniques, mais cisgéniques. Alors en fait, ça, c'est parce que l'ADN qu'on a introduit ici, c'est une pomme de terre avec de l'ADN de pomme de terre. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, on sait, on sait beaucoup mieux comment une plante peut résister à une maladie. On sait qu'il y a des pommes de terre qui résistent au mildiou, d'autres qui ne résistent pas. Si vous avez une variété élite que vous aimez beaucoup parce qu'elle fait des grosses patates, etc., ou que la qualité de l'amidon vous convient, ou qu'elles sont très bonnes pour les frites, et qu'elle est sensible à un nouveau mildiou, vous pouvez très bien aller chercher dans la nature, dans les variétés ancestrales, le gène de résistance à ce mildiou, et vous pouvez découper le morceau d'ADN de la pomme de terre ancestrale, le faire rentrer dans la pomme de terre élite, et donc c'est de l'ADN de pomme de terre réintroduit dans une pomme de terre. Au lieu de faire ça par croisement et d'avoir, je ne sais pas quoi, 30 croisements pour retrouver votre caractère élite, vous avez en une seule fois tous les caractères de l'élite qui sont conservés et la résistance qui est apportée. Donc ça, c'est la cisgénèse, euh, qui est considérée comme de la transgénèse du point de vue législatif, hein, mais ce n'est pas tout à fait la même chose, ce n'est pas un gène de méduse. Je dis méduse parce qu'on le fait, hein, d'introduire des gènes de méduse dans les plantes pour les rendre fluorescentes. Là, ce n'est pas un gène de méduse, c'est un gène de pomme de terre dans la pomme de terre. J'aimerais terminer par ce dont vous avez forcément entendu parler, parce que ça a quand même valu le prix Nobel de chimie, un peu étonnamment,
à Emmanuel Charpentier et Jennifer Doudna cette année même, c'est la révolution CRISPR-Cas9. Donc, je ne vais pas vous expliquer du tout comment ça marche en détail, ni même ce que ça veut dire CRISPR. En gros, le principe, c'est qu'aujourd'hui, on sait aller modifier le génome des organismes vivants. On sait aller faire des petites modifications à des endroits donnés. Et donc, on peut prendre de la théocynthe et aller modifier le gène TB1 ou TGA1 et modifier ses grains, par exemple. Et donc, tout ce que jusqu'à présent on a fait en attendant que les mutations apparaissent ou en introduisant 10 000, 100 000 mutations, on sait le faire aujourd'hui de façon chirurgicale, en allant taper exactement au bon endroit dans le génome et en changeant ce qu'on veut. Ça a été fait par exemple récemment chez la tomate, où ils ont résumé peut-être 2000 ans de domestication en 6 mois. Ils ont changé l'architecture de la plante, ils lui ont conféré la résistance à des maladies, la tolérance à des sols de plus en plus salés, ils ont changé la forme des grappes, ils ont augmenté le contenu en vitamines et en antioxydants, ils ont fait des fruits plus gros, et ils ont synchronisé la maturation des fruits, en allant introduire 8 mutations dans un plant de tomates. C'est les mêmes mutations que ce qui avait été fait dans le passé en attendant qu'elles apparaissent, sauf que là, on a pris une tomate qui avait par exemple déjà une résistance aux maladies, et on a fait grossir ses fruits, etc. Ça, c'est ce qui est en route, ça existe déjà. Donc, il y a déjà des plantes CRISPR-Cas9 qui vont toucher la composition en amidon, la composition en protéines, la composition en huile, certains métabolites comme les vitamines, par exemple, la baisse de certaines substances toxiques, aussi une valeur supérieure, par exemple, par les rendements. Ça touche déjà la tomate, ça touche le raisin, le tabac, les champignons, le soja, le colza, la pomme de terre, le maïs et le riz. Donc ça, ce sont pas, à la fin, ces plantes, elles ne sont pas du tout transgéniques, elles n'ont aucun transgène, elles ont juste des modifications dans leur génome. Elles sont indistinguables de choses qu'on aurait pu obtenir par la mutagénèse classique. Aux États-Unis, elles sont cultivées, et dans d'autres pays aussi. En Europe, elles sont classées OGM, donc non cultivables, commercialisables. Il y a même eu des essais pour prendre cette plante-là, qui ne se consomme pas trop parce qu'elle a des fruits trop petits, exactement physalis, et la modifier pour faire grossir son fruit et que ça devienne un fruit potentiellement intéressant. Il y a par exemple des projets pour aller prendre des plantes pérennes, donc des céréales pérennes, c'est-à-dire des céréales qui vont pousser 10 ans, 20 ans. Au lieu de les arracher et de labourer, ce qu'on espère faire, c'est faire grossir leurs grains, leur donner des caractéristiques proches de celles d'une céréale comme le maïs ou le blé, sauf qu'au lieu d'arracher la plante, de labourer, etc., on pourra juste récolter les graines, et l'année d'après, on repart avec un sol qui n'est pas altéré, un système racinaire qui est profond, etc. Donc on espère, grâce à ce genre de modification, accélérer l'amélioration des plantes pérennes, et ça, vous devez le savoir, l'amélioration des arbres fruitiers, elle a été très peu faite par la génétique, ça va beaucoup plus lentement, parce qu'une plante pérenne, eh bien, il faut attendre 5 ans, 10 ans, 20 ans pour qu'elle se reproduise. Une tomate, il faut attendre 2 mois pour qu'elle fasse des fleurs. Et donc l'amélioration, qui demande beaucoup de générations, elle s'est beaucoup faite sur les plantes annuelles, les plantes à cycle rapide, et très peu sur les plantes pérennes. Or, pour un monde plus durable, ça serait super qu'on ait des champs de céréales, par exemple, où on ne soit pas obligé de labourer, de ressemer, et d'avoir une végétation énorme qui ne sert presque à rien chaque année. Enfin, ça c'est un exploit récent. Là encore, je vais rester sur la surface parce que je ne connais même pas le mécanisme moi-même. La vigueur hybride dont je vous ai parlé précédemment, les gens ont trouvé un moyen, en combinant CRISPR et la transgénèse, de faire en sorte que sans fécondation, vous avez un champ de riz avec des grains gros et performants pour la consommation. Et bien, sans fécondation et sans perdre, on peut transmettre la vigueur hybride, c'est-à-dire que vous récupérez une partie du champ, vous le ressemez, et vous avez la vigueur hybride qui ne se perd plus. C'est-à-dire que vous n'êtes même plus obligé de racheter votre semence au méchant semencier. Vous pouvez garder une partie de votre récolte et vous gardez ad vitam aeternam la vigueur hybride. Ça a été publié il y a 2 ans. C'est probablement une grande révolution. Le jour où on arrive à faire ça dans plein d'espèces, on oublie les hybrides F1 qui sont compliqués à produire, etc. Et chaque agriculteur peut ressemer une partie de sa récolte tout en conservant des caractéristiques absolument spectaculaires. Je vais terminer ici. J'espère que je n'ai pas été trop long. Voilà. Le résumé, c'est que ça fait 10 000 ans qu'on domestique des plantes. Ça a été extrêmement important dans l'histoire de nos civilisations, de l'histoire de nos sociétés.
Pendant longtemps, on a fait des choses les yeux bandés, on a sélectionné des caractères sans savoir du tout ce qui se passait dans les chromosomes. On a fait des choses qui parfois sont un peu contre-productives avec des faiblesses qui ont été sélectionnées. On les a fragilisées en les homogénéisant, en les uniformisant. Aujourd'hui, grâce à la fois au progrès de la connaissance, c'est-à-dire que, par exemple, moi, ce que je fais sur la fleur, je sais beaucoup mieux pourquoi une plante fleurit à telle date, comment elle forme ses organes floraux. Donc, les progrès de la connaissance et les progrès de la technologie, CRISPR-Cas9 par exemple, nous permettent d'aller envisager le futur en modifiant les plantes, mais non plus les yeux bandés, mais de façon précise. Personnellement, je suis persuadé que si on veut se passer de pesticides, typiquement des insecticides, etc., eh bien, ce qu'on doit faire, c'est créer des plantes qui résistent par elles-mêmes, qui ont les caractéristiques de plantes qui sont dans la nature. Également, on a beaucoup amélioré avec des masses d'intrants, avec de l'eau, des engrais. Eh bien, on devrait retourner à des plantes plus ancestrales, qui nécessitent moins d'intrants, mais qui ont quand même des gros fruits, etc. Et un point qui est effectivement extrêmement important aujourd'hui, c'est le changement climatique. Aujourd'hui, on sait comment les plantes perçoivent la température, on sait pourquoi elles s'arrêtent de pousser à certains moments, on sait comment elles se défendent contre la sécheresse. On l'a fait, c'est déjà fait, on peut améliorer les plantes pour qu'elles résistent mieux à la sécheresse. On peut améliorer les plantes pour qu'elles continuent de pousser même s'il fait un peu trop chaud. On peut améliorer les plantes pour qu'elles donnent des fruits, même s'il y a moins d'insectes. Et donc, je pense, alors, je ne suis pas en train de dire qu'il faut faire ça et uniquement ça. Je pense qu'il y a des tas de façons de rendre notre agriculture meilleure en mélangeant les cultures, etc. Il y a des tas de façons, mais je pense que voilà, l'amélioration génétique avec les derniers outils, c'est une corde à l'arc de l'agriculture du futur. Et je vous remercie pour votre attention. Me revoici. J'ai répondu à Gilles Garcia avant même d'avoir lu sa question. Oui, il y a des résistances au stress hydrique, c'est un sujet. Oui, oui. Alors, par exemple, le sorgho, il résiste très bien naturellement, donc on peut cultiver plus de sorgho, mais ce n'est pas une céréale extraordinaire, donc on peut l'améliorer encore sur certains aspects. Mais on sait faire des plantes qui résistent beaucoup mieux au stress hydrique. Alors là, c'est vraiment spectaculaire. En changeant un gène, on peut faire en sorte qu'elle ne meure pas tout de suite, quoi. Alors, je suis prêt à répondre à toutes vos questions. Est-ce que je lis en remontant le chat ou comment ça se passe? Ouais, c'est une bonne façon de faire. Je t'en donne une tout à fait Vas-y. terre à terre. Je pense qu'il n'y a pas eu beaucoup de questions parce qu'en fait, c'est assez dense et que Oui, oui, j'ai un peu bombardé, hein. J'espère que j'avais c'était pas le pas temps trop indigeste, hein. d'écrire. Mais on m'a demandé s'il y avait moyen de récupérer tes transparents. Oui, oui, il y a moyen de les récupérer. Bon, Je peux vous passer un PDF avec les transparents, il n'y a pas de problème. Après, je ne veux pas que vous les postiez sur un site web, un truc comme ça, que vous pouvez les garder pour vous, il n'y a pas de problème. très bien. Je te laisse remonter la file des questions, ce sera le plus simple. Donc, bon, je reprends ce que je trouve, hein. Du blé en plante annuelle. Ça ne sera pas un arbre, ça ne sera jamais un arbre, ça ne sera jamais une plante ligneuse, ça sera, enfin je veux dire, ça restera une céréale. Par contre, il y a des plantes pour lesquelles il existe des versions. Par exemple, je ne sais pas si vous allez en Sicile, vous avez des pissenlits qui sont pluriannuels, quoi, qui poussent comme un petit arbuste, quoi. Il y a des tas de plantes comme ça qui ont des versions annuelles qui meurent très vite et puis des versions pluriannuelles. Et donc, ça ne ressemblera pas à un arbre du blé, mais il existe, j'ai vu un article là-dessus, il existe des variétés de céréales qui pourraient voilà, pousser sur plusieurs années et pour lesquelles on n'arracherait pas la plante à chaque récolte, ce qui nous semble naturel, mais quand on y réfléchit, un peu idiot aussi, hein. Alors, je regarde vos autres questions. Résistance au stress hydrique, j'ai répondu, oui, c'est possible de faire ça. S'il n'y a pas d'eau, rien ne pousse, on est d'accord. On n'arrivera jamais à faire pousser des plantes sans eau du tout. Il y a des plantes qui colonisent des déserts, c'est Jeff Chaton qui dit ça. Oui, il y a des plantes, mais ça ne sera jamais des bonnes plantes pour de l'agriculture, celles qui colonisent les déserts. Moi, j'ai étudié une plante qui s'appelle Welwitschia mirabilis. Il y a des plantes de la résurrection. Bien sûr, elles poussent et on s'en inspire pour essayer de transférer leur capacité, mais par contre, ça ne sera jamais des plantes, ça sera jamais des modèles agricoles parce que ça produit pas assez, hein. Alors, les plantes sauvages et comestibles pour l'alimentation du futur, la question de Charlie, ça, vous devez être beaucoup plus calé que moi dans ce domaine. Oui, 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 bien sûr. Mais moi, la position intermédiaire que j'aurais, c'est prenons des plantes sauvages qui n'ont jamais été domestiquées jusque-là parce que, je ne sais pas, elles n'ont pas été la cible de l'homme et tout ça.
et regardons si on peut aussi, alors on peut les manger tels quels, mais est-ce qu'on ne peut pas, de façon assez simple, les améliorer un petit peu pour avoir un peu plus de récolte, etc. Ou pour leur retirer la toxicité, par exemple. Ça, je pense que ça fait partie des pistes, hein. Bon, il y a beaucoup de merci, ça me fait plaisir. Comment récolter sans arracher? Fred, tu peux récolter sans arracher, ça existe. Les arbres fruitiers, on n'arrache pas en général. On pourrait leur couper la tête, par exemple, si les épis sont seulement au sommet. On pourrait leur couper la tête et avoir les branches qui repoussent à partir de ce qu'on appelle les branches axillaires, hein. Donc ça fait partie des espoirs. On peut imaginer qu'on va pour le coup prendre des variétés où les graines vont être moins bien accrochées et on va secouer, par exemple, comme on secoue les pruniers ou comme on secoue les noyers. Donc, ce n'est pas impossible de récolter des céréales, hein. Il faut bien sûr adapter le développement, adapter la façon dont les graines sont attachées. Alors, qu'est-ce que c'est le forçage génétique sur les abeilles? Ça, c'est Stéphane qui demande. Je ne sais pas ce que ça veut dire, le forçage génétique sur les abeilles. Excusez-moi, mais je suis ignorant. Stéphane, si vous pouvez préciser la question, je reviendrai la voir en bas. Alors, tu as une question, un commentaire un peu critique de Cyril Perret, si tu peux lire là, juste un La peu. dernière diapo, là, c'est ça? Ouais. Alors, prendre une cellule différenciée par un traitement, tu en fais une cellule indifférenciée, pas d'accord avec l'apologie d'une telle agriculture. Je ne comprends pas ce que ça veut dire une cellule différenciée, un indifférencié. On sait faire du clonage manuellement sans rendre les paysans dépendants des laboratoires. Ouh là là, oui, c'est un peu... non, mais en fait, ma dernière diapo, c'est pas les inféodés au laboratoire, c'est les libérer des semenciers quand même, hein. La diapo où on peut avoir la vigueur hybride qui se propage, on les libère des semenciers, donc moi je voyais plutôt ça comme un avantage. Ensuite, oui, on sait faire du clonage manuellement, le bouturage, c'est du clonage, mais je n'ai pas compris pourquoi vous dites qu'on prend une cellule différenciée et quand par un traitement, on en fait une indifférenciée. Ça, je n'ai pas compris. Il y a des techniques de transgénèse qui utilisent cette étape-là, mais ce n'est pas du tout obligatoire. Donc, je pense que la question que moi j'aurais envie de reformuler à partir de Oui, celle-ci, c'est est-ce que, François, oui. est-ce qu'il n'y a pas des risques d'accentuer encore la brevetisation du vivant? Alors, ce problème-là, il existe, bien sûr. Est-ce que ça va accentuer? Alors déjà, en Europe, vous ne pouvez pas interdire à quelqu'un de ressemer ses semences. Attention, hein, cette loi n'existe pas en Europe. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une société qui peut vous mettre un procès parce que vous avez ressemé sa graine, hein. C'est une loi qui existe aux États-Unis. C'est une loi qui n'existe pas en Europe. Donc, vous pouvez très bien, si vous avez des graines qui ont des qualités qui sont reproduites de génération en génération, une fois que le paysan en a acquis et l'a distribué autour de lui, personne ne l'arrêtera. Si les lois changent, on est bien d'accord. Mais ce problème-là, il se posera, bien sûr, aux États-Unis, il y a eu des procès parce que les gens, ils avaient du maïs, je ne sais pas quoi, BT, alors qu'ils ne l'avaient pas acheté, etc. En Europe, ça n'existe pas. Sur l'aspect législatif, je ne peux pas me prononcer, moi, ce n'est pas du tout mon secteur, et je ne sais pas comment les lois vont évoluer. Je sais qu'aujourd'hui, voilà, en Europe, cette loi n'existe pas. Là, donc c'est plus. Oui, effectivement, Cyril, la question, vous la posez en termes plus polémiques, mais en fait, on n'est pas inféodé au laboratoire. On utilise le laboratoire pour aller produire une nouvelle semence qui va mieux pousser par temps chaud, qui va résister mieux aux problèmes de sécheresse, ou qui va avoir besoin de moins d'intrants, qui va avoir besoin, par exemple, pas de pesticides parce qu'elle est naturellement résistante. On la fait produire par un laboratoire, ensuite, elle passe en agriculture. C'est ma vision, hein. Peut-être c'est un peu naïf comme vision, je veux bien en convenir, mais c'est l'idée que j'en ai. C'est pas de rendre le paysan dépendant de telle sorte qu'il est obligé d'aller au laboratoire de façon régulière, hein. Ah, les insectes OGM. Alors la question de Stéphane, non, ça c'est une question du côté insectes. J'y connais rien à ça, je suis désolé. Je connais rien du tout, je vais vous répondre des bêtises. J'ai pas lu d'article là-dessus, donc je préfère ne pas vous répondre parce que il faudrait que je lise un petit peu avant d'être compétent. Les hormones végétales, on te demande aussi. Type, Mais alors là, je vois que c'est une question très pointue, ça surtout en citant les strigolactones, hein. Les hormones végétales, elles sont très utilisées. Par exemple, sur la floraison, pour accélérer, pour retarder la floraison, elles sont utilisées pour avoir des grains de raisin sans pépins, par exemple, par traitement avec des hormones. Les strigolactones, alors je sais ce que c'est les strigolactones. Ça favorise la germination de certaines graines. C'est produit naturellement par des bactéries pour envahir des plantes. Par contre, je ne sais pas comment elles sont utilisées.
C'est des hormones extrêmement importantes pour l'architecture de la plante, pour les branches. Alors, je ne sais plus si elles stimulent ou si elles inhibent les branches, mais je ne connais pas d'utilisation en agronomie. Mais peut-être elle existe, hein. Je ne suis pas très fort en agronomie. Alors, j'ai envie de reprendre la question de Corentin et puis de la développer un peu. Corentin dit bonsoir, est-ce que ce n'est pas une course sans fin de tenter de faire résister les plantes aux maladies? Et les maladies ne vont pas trouver le moyen de muter encore à l'infini, trouver le moyen d'affecter les plantes. Enfin, pour développer un petit peu, en fait, pour caricaturer, il y a une tendance chez Adrastia, face à l'évolution du monde, à trouver qu'en fait, l'humain est en train de s'enfermer dans une impasse évolutive, à toujours avoir un contrôle sans fin sur le monde et à scier la branche sur laquelle il est assis. Donc, est-ce que justement, c'est pas une façon de continuer la course à l'échalote et d'avancer pour encore mieux sauter et plonger après? Alors, bon, on aurait pu me poser cette question aux Irlandais en 1876. Là. Disons, vous avez raison, hein, en fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire que les bactéries, les champignons, ils vont continuer de muter, ils vont continuer à attaquer les plantes. Ce qu'on sait simplement, c'est que si les plantes ancestrales, elles ont réussi à perdurer jusqu'à aujourd'hui, alors la plupart, elles sont apparues il y a voilà, quelques millions d'années, c'est parce qu'en fait, jusqu'à présent, collectivement, elles ont gagné la course. C'est-à-dire que ce qui reste aujourd'hui de vivant, et là, je ne parle pas des plantes cultivées, hein, je parle des plantes ancestrales, celles qui sont restées jusqu'à aujourd'hui, et quand je dis aujourd'hui, c'est il y a 10 000 ans, ce sont des plantes qui ont réussi collectivement à gagner cette course. C'est-à-dire qu'en fait, chaque être vivant, il veut envahir le territoire, les bactéries mutent, les plantes mutent. Et donc, cette course, elle existe naturellement. Elle existe sans nous, en fait, hein. C'est-à-dire que les systèmes de résistance aux maladies des plantes, elles mutent en permanence. Et ça, on connaît très bien, c'est des familles, des grandes familles de gènes extrêmement mutagènes. Elles mutent en permanence. Les champignons, ils mutent en permanence. Et on arrive à l'équilibre qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est un phénomène complètement naturel. Ce que je propose là, en fait, enfin, je ne suis pas le seul à le proposer, hein, c'est qu'en fait, comme les plantes, elles ont trouvé des tas de façons de résister aux pathogènes, au lieu nous-mêmes de rajouter des pesticides pour aller tuer l'insecte vecteur, etc., c'est qu'on utilise toute cette panoplie de choses qui ont été inventées par les plantes pendant des millions d'années, et pas des dizaines de milliers, des millions d'années, et on les récupère pour avoir une culture qui résiste par elle-même. Mais oui, c'est une course à l'armement. Mais disons, on en hérite, hein. Elle a lieu depuis, je sais pas, les plantes, elles ont commencé à pousser sur Terre il y a 450 millions d'années. Et bien, depuis 400 millions d'années, elles inventent par hasard des stratégies pour résister à tous leurs prédateurs, du virus jusqu'à la vache, hein. C'est bien sûr. Elle existe sans nous. L'homme, ben voilà, il est entré dans le jeu, il consomme, il multiplie. Je peux répondre à Cyril. Donc effectivement, alors les plantes, elles ont une capacité hallucinante qui s'appelle la totipotence. Et c'est vraiment quelque chose d'incroyable, qui est que, en fait, on peut effectivement avoir des cellules qui sont différenciées et qui vont se dédifférencier et redonner des plantes entières. Et ça, c'est propre aux plantes, parce qu'on sait le faire un peu sur les cellules humaines, mais c'est extrêmement compliqué. Il y a des cellules différenciées humaines qui ne reviendront jamais en arrière. Les plantes, elles ont cette capacité incroyable, cette totipotence. C'est par exemple qui fait que sur un calanchoé, vous pouvez avoir des plantes entières qui vont renaître. On peut avoir cette espèce d'embryogénèse qui pousse sans fécondation, etc. Donc, c'est une capacité naturelle qui existe chez les plantes. On sait comment elle marche, on l'a comprise. C'est des hormones végétales. Il y en a une qui s'appelle l'auxine, l'oltécytokinine. Et effectivement, dans certaines façons de faire la transgénèse, on utilise la capacité à dédifférencier un tissu et à le redifférencier. On utilise ça. Quand vous avez une plante qui penche et qu'il y a des racines qui commencent à pousser, eh bien, ce sont des tissus qui n'étaient pas du tout des tissus de racines, qui sentent la gravité, qui se dédifférencient et qui se redifférencient en racines. C'est un phénomène qui est complètement naturel chez les plantes, qui effectivement est exploité dans la génération de certaines plantes transgéniques, parce qu'en fait, on les dédifférencie, on introduit le transgène et on les redifférencie. Mais en fait, on n'utilise pour ça que des substances végétales, hein. On peut dire c'est du naturel, parce que la plante, elle sait faire ça mieux que personne d'autre, quoi. Alors, si tu permets, François, j'avais deux Vas-y, questions là. vas-y. La première, c'est que si tu bien aimé bien sûr ton exemple sur la comparaison entre la théosine et le maïs, et tu disais que la théosine était une plante extrêmement bien adaptée à son environnement, mais peu favorable pour l'homme.
pour son alimentation, alors que le maïs était très pratique, mais complètement extrêmement fragile et n'a aucune capacité à résister tout seul. En quoi, euh, l'évolution par le CRISPR-Cas9, comment cette comparaison va évoluer dans le futur, justement, les plantes qui seront dans le futur issues des sélections type CRISPR-Cas9, est-ce qu'elles seront encore plus fragiles, hein, ou est-ce qu'elles pourront garder plus de robustesse en fait? Alors, bon, c'est une excellente question, ça. Par certains côtés, par exemple, si on leur enlève les graines parce qu'on n'a pas envie de cracher des pépins, elles ne seront toujours pas adaptées à la nature parce qu'elles ne pourront pas se reproduire d'elles-mêmes. D'accord? Donc, il y a des choses que si on les change, on va avoir une faiblesse qui est inhérente à l'architecture qu'on lui a donnée, par exemple. Si vous prenez l'exemple des pommes de terre, si on utilise CRISPR-Cas9, et ça a été fait en fait, hein, il y a une variété de pommes de terre qui était sensible à un champignon, on a utilisé CRISPR-Cas9 pour retirer un seul gène. On a fait 2 trous, le gène a sauté, et la pomme de terre, elle a perdu le gène de sensibilité, et donc elle est devenue résistante, naturellement. Donc ça, c'est une plante qui est mieux adaptée à la nature parce qu'elle n'a pas besoin du traitement phytosanitaire. Elle n'en a plus besoin. Donc en fait, il n'y a pas de réponse générale à ta question. Ça va dépendre simplement des traits qu'on va sélectionner. Il y a des traits qui, évidemment, sont des traits, si on relâche les plantes dans la nature, ce sera la catastrophe. Par contre, si on les garde dans le champ, certains des traits, ça va éviter à l'homme d'intervenir autant, de rajouter de l'eau, de rajouter de l'engrais, etc. D'accord. Et la deuxième, tu permets, et avant que tu reprennes ta lecture, c'est on est extrêmement sensible aussi dans nos milieux aux questions disons, d'accentuation des inégalités et d'appropriation du vivant par les grandes multinationales, au détriment, bien sûr, des populations les plus pauvres qui n'ont plus les moyens de subvenir eux-mêmes à leur subsistance en autonomie. Quelles sont les perspectives, justement, que peuvent donner ces technologies pour les paysans pauvres des pays du Sud? Bon, honnêtement, je ne sais pas si ça change grand-chose à ce qui existe actuellement, parce que c'est vraiment la législation qui fait la différence. L'exemple que j'ai montré à la fin en disant c'est une vraie révolution, là. Si vraiment vous arrivez à propager la vigueur hybride, avec la possibilité de garder une partie de sa récolte et de récupérer une vigueur hybride dans la génération suivante, c'est la fin c'est la fin des compagnies semencières, ça. C'est-à-dire que ça, je me demande même qui va avoir envie de le mettre vraiment à profit, parce que si vous faites ça, vous libérez les paysans à la fois des semenciers et des grosses sociétés. Ils peuvent propager leurs semences. Et donc, pour l'instant, attention, c'est un article expérimental, il n'y a pas de... Ces céréales-là, elles ne sont pas encore sorties des laboratoires. Il me semble que à terme, s'il y a une acceptabilité de la technique, elles vont en sortir et que ça, c'est une libération complète, quoi. Alors, peut-être je suis un peu naïf, je vois pas, je sais pas les coups à 2 bandes là, mais moi j'ai l'impression que le choix vraiment d'avoir, le choix d'être passé par des semences hybrides et qui se justifient par les rendements, il a quand même vraiment inféodé les agriculteurs en général aux semenciers, quoi. Il me semble que il y a des moyens d'en sortir par la génétique. C'est mon sentiment, hein. Mais encore une fois, sur le côté législatif, je suis pas la meilleure personne. Est-ce que je peux répondre Vas-y. à Emmanuel Rébu, là, qui dit que le maïs BT ne marche pas parce qu'il faut toujours augmenter l'expression du BT pour contrer les résistances? Euh, Ça m'intéresse beaucoup d'avoir les références pour ça, parce que je sais que c'est vrai pour la résistance aux herbicides. Et ça, on pourrait en parler, hein, les plantes qui résistent aux herbicides, il faut augmenter les quantités d'herbicides, il y a des résistances naturelles qui vont apparaître chez les plantes autour. Par contre, je n'ai jamais entendu ça du BT. Il me semblait que le BT, on était en train de cultiver les mêmes plantes qui avaient été inventées au début, et qu'en fait, elles tuent la pyrale. Parce qu'en fait, de la faire produire par la plante ou de l'asperger en traitement extérieur, c'est exactement la même chose sur la sélection des résistances de la pyrale. Et même, c'est peut-être même plus subtil de la faire produire. Et donc, Emmanuel Rébus, il y a vraiment des articles qui montrent que on a changé les plantes BT initiales contre des plantes qui produisent beaucoup plus parce que la pyrale est devenue résistante aux premières doses. Ça m'intéresserait beaucoup. J'ai jamais entendu parler de choses comme ça. Peut-être encore une ou deux Merci. questions. Tu as une question sur le catalogue officiel français des espèces? Ouais, c'est un truc qui revient souvent. C'est pareil, j'y connais pas grand-chose à ça. Je sais que effectivement, il y a des pour pouvoir cultiver certaines espèces, il faut qu'elles soient inscrites au catalogue. Et ça, c'est une façon d'essayer de contrer certaines semences ancestrales ou naturelles. Je sais que ça existe. J'y connais rien. Je suis désolé d'éluder ces questions-là. Mais encore une fois, ça, c'est un aspect législatif. Moi, je suis désolé, mais je suis dans mon laboratoire.
et je les connais très très mal. Donc, je ne peux pas vous répondre. Bon. Allez, je te laisse choisir encore une question. Je peux parler de l'orge à 6 rangs, là. Est-ce que l'une a un meilleur rendement de consommation de ressources dans le sol, production de graines? La question de Florent, elle est très bonne parce que on peut bien imaginer qu'une plante comme ça, elle n'a pas été sélectionnée naturellement parce qu'elle a besoin de beaucoup plus de ressources pour remplir ses grains. Et donc, c'est peut-être pour ça qu'en fait, elle est apparue plein de fois, mais qu'elle n'a pas été sélectionnée jusqu'à ce que l'homme y mette sa patte. Et sa patte, c'est un champ désherbé avec de l'engrais, etc. Donc, je ne sais pas si elle a un meilleur rendement de consommation. Je ne le sais pas. Je ne peux pas répondre à Florent. Ce que j'ai entendu, c'est qu'en fait, une des raisons supposées pour lesquelles elle n'avait pas été sélectionnée, c'est parce qu'en fait, les 3 graines attachées, là, elles ont beaucoup de mal à rentrer dans le sol. Elles restent à la surface, elles sont très vulnérables. Donc, dans un cadre naturel, ces graines attachées par 3, elles ne vivent pas très longtemps parce qu'elles ne se cachent pas bien, elles ne germent pas bien. Alors que si c'est l'homme qui s'en occupe, il les sépare, il les sème, il les enveloppe, etc. C'était ma réponse à Florent. Bon, j'espère que je n'ai pas raté trop de questions. Bon, bah, écoute, François, je propose qu'on s'oriente doucement vers la fin. En tout Ça me va. cas, attends, je vais te regarder sur Zoom, parce que quand je te regarde sur Facebook, c'est en décalé. Ah oui. Alors, en tout cas, moi, ce que je tenais à dire, c'est que je crois que c'est peut-être la 3e fois que je t'écoute parler de la domestication des plantes. Courageux, hein. Et j'en suis pas encore arrivé à m'ennuyer. Et énormément de nouveautés, et en particulier la recherche scientifique et ton intérêt pour la question, en fait, ça va très très vite. Donc, j'ai trouvé ça, en tout cas, palpitant. C'est qu'il n'y a que moi, comme auditeur, qui peut exprimer le sentiment. Les autres, vous pouvez le faire par Il y a eu écrit. quelques merci très sympas sur le chat. Bon. En tout cas, voilà, je te remercie. On va peut-être mettre, on laissera ça sur Facebook. Peut-être on va couper les premières minutes qui n'étaient pas très intéressantes, mais Ok. de la part de tous les auditeurs et de l'association Adrastia, en particulier, un grand merci et une bonne C'était un soirée. plaisir d'interagir avec vous. Merci beaucoup de l'invitation. Bonsoir à tous. Bonsoir tout le monde.